Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 388e édition de votre émission hebdomadaire OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, la gestion, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Téléguinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 388e édition de la série, la première de l'année 2019, nous avons à la fois le plaisir et le privilège d'accueillir un membre du corps des consultants nationaux bénévoles. C'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, se rendent disponibles pour partager avec le grand public le fruit de leurs recherches, de leurs connaissances. Professeurs et politologues, je veux citer le serviteur public, professeur Gratien Jean. Professeur Gratien Jean, bienvenue à notre émission. Merci et salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Téléguinée. Et c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi que OCPA invité un politologue comme professionnel et participer à une émission assurément. Mon dit est-ce que le professeur Gratien Jean est comptable, ça a parlé de questions et de finances. C'est l'occasion pour moi aussi de présenter au staff d'OCPA, au staff aussi de la télé et à tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes, tant en Haïti qu'à l'extérieur, mes vœux de santé, d'amour, d'abondance et surtout de partage. Merci. On prend une pause. On vous revient. Au seuil de cette émission, la première de 2019, nous faisons le plaisir de vous présenter tous nos vœux de bonnes, heureuses années 2019. Il n'y a pas de raccourci vers le bonheur, mais que chacun fasse l'effort nécessaire pour se rendre davantage positif, de façon à influencer son environnement. OCPA Magazine est heureux, encore une fois, de vous dire que le combat se poursuit. Combat pour des jours meilleurs et que chacun apporte sa contribution. À cette émission, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'OCPA.
L'ordre des comptables reçoit l'inscription en son local de 9h à 14 p.m. de façon à accueillir de nouveaux membres. Donc, ceux qui voudraient intégrer la corporation, ils peuvent le faire, et ceci de 9h à 14 p.m. L'ordre organise aussi des cours de formation ouverts tant à ses membres qu'au grand public. Il y a un événement mensuel sur le label Jeudi mensuel de l'OPA. Donc, il s'agit du 4e jeudi de chaque mois. Donc, gardez contact avec OPA de manière à participer à cet événement mensuel. À chaque émission aussi, nous vous apportons quelques conseils. Nous sommes au cours du mois de janvier, le dernier mois pour la soumission de la déclaration définitive d'impôt. Encore une fois, tout un chacun peut produire ou doit produire sa déclaration définitive d'impôt. Déclarer ne veut pas dire qu'il faut payer. On déclare ce qu'on a. Et l'agent qui reçoit la déclaration d'impôt a un travail de conformité à accomplir. Il n'y a aucune disposition de loi disant dès qu'on déclare, il faut payer un minimum. Ce n'est pas ce que dit la loi. Aucun agent ne doit exiger d'un déclarant un minimum forfaitaire à payer. La loi dit clairement, il faut déclarer, on déclare ce qu'on a, et l'administration a le pouvoir de vérifier par la suite. Donc, c'est une clarification et nous rappelons encore une fois que la déclaration d'impôt engage le déclarant ou le contribuable signataire. C'est sa véritable confession fiscale. Même si c'est accompagné par un professionnel, eh bien, la déclaration n'engage que lui. L'émission du jour a pour thème perspective de l'année 2019. On se demande à quoi s'attendre. Ce sont certes des souhaits, mais des souhaits qui, en principe, vont provenir de l'observateur, je dirais, avisé. Eh bien, on a vécu 2018 et une nouvelle année, 2019, déjà à son 8e jour. Et aussi, sans désemparer, puisque notre invité est je dirais, un serviteur public, sans demander d'abord, Professeur Gatien-Jean, veut vous présenter brièvement au public. Je suis haïtien et bon, en fait généralement c'est Joseph André Gatien-Jean, mais couramment c'est Gatien-Jean, c'est le prénom usuel. Et haïtien né dans un quartier populaire, aujourd'hui classé parfois comme un quartier de non-droit. Et autrefois c'était Cité Simone et c'est Cité Soleil. Donc j'ai grandi un peu à Cité Soleil. J'ai passé quelques années à Delma 18, quelques années aussi à Pétionville, où j'ai fait mes études secondaires. J'ai une formation en sciences politiques et une licence à l'Institut supérieur des sciences politiques et juridiques et une maîtrise à l'Université royale d'Haïti. Donc j'ai travaillé surtout dans ma carrière tout d'abord au niveau de service social. J'ai commencé à travailler à 19 ans comme archiviste adjoint, adjoint de santé, au CDS et aussi au plan de parrainage comme agent de développement, comme travailleur social. Et plus tard, je vais avoir une carrière surtout de consultant en matière de droits humains, d'éducation et civique, la question de genre et aussi en question de la gouvernance en renforcement et de l'État. Je suis aussi fonctionnaire et je travaille au ministère de la Défense et je suis aussi un bénévole. Je me mets toujours au service des gens dans des situations de formation et à Port-au-Prince et aussi dans les villes de province. Et maintenant, je suis un homme aussi de parti. Je suis le coordonnateur national et provisoire de l'Union des forces cosmiques et humaines pour le relèvement d'Haïti, et avec un petit nom jouet qu'on appelle nos parés. Et nous prônons en ce 21e siècle, par rapport à la déchéance mondiale, par rapport à la crise mondiale, crise des valeurs, crise aussi de la pensée politique, nous prônons ce que nous appelons l'humanocratie pour pouvoir remplacer la démocratie, à savoir qu'il faut, je dirais, une transition
de la démocratie vers ou encore à l'humanocratie, du fait que la démocratie quand même a fait son temps, elle a apporté ce qu'elle devrait apporter à l'humanité. Très bien. Alors après cette présentation, il est assez riche, faisant état de votre parcours, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement au cours de l'année 2018? Et je prendrai ce parcours de 2018 je dirais à trois dimensions, au niveau de l'État, au niveau de la société civile et aussi au niveau de mon existence, de ma vie personnelle aussi. Et au niveau de l'État, ce qui m'a marqué surtout, c'est l'idée même au niveau dégagé quand même par le pouvoir, par l'exécutif, et d'avoir un dialogue quand même entre les Haïtiens. Même si le dialogue en matière de résolution des conflits est faible, même si nous ne saisissons pas, je dirais, le momentum pour qu'il y ait réellement un dialogue, je crois que ça a été quelque chose de positif, le fait de lancer ou encore, même s'il y a eu des divergences sur les vocables d'états généraux et autres, et c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience nationale qu'il y a un problème. Après 2 siècles ou encore après 30 ans, il y a la situation socio-économique difficile du pays, l'instabilité, l'extrême pauvreté, la paupérisation et je dirais même des classes moyennes aussi. Donc quand même, il y a une conscience qu'il y a un problème que nous devons résoudre. Okay. Mais résoudre ce problème et pour pouvoir permettre aux générations d'aller de l'avant avec ce pays. Mais ce qui est très important qui m'a marqué, c'est la question de Petro-Caribé. Mais ce n'est pas Petro-Caribé dans le sens d'action politique, mais l'éveil aussi, et puisque... Comme une prise de conscience. Non seulement une prise de conscience, mais quelque chose qui est fondamental. C'est la reddition des comptes. Puisque nous parlons de comptabilité. Et ceci dans toute l'histoire de l'humanité. Et la reddition des comptes a été toujours au cœur des grands problèmes des gouvernances. Qu'il s'agisse des civilisations les plus anciennes, il y a eu toujours, on demande toujours qu'est-ce qui se passe. Nous payons des impôts, nous apportons au grenier du prince ou encore du roi, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il nous donne en retour. Mais je crois que ça a été quelque chose qui est vraiment de positif, mais quand même qui doit guider les générations à venir comme gouvernants, comme dirigeants, que c'est une obligation de rendre des comptes et aussi c'est un droit aux populations et à toutes les catégories sociales et de demander parce que quand vous dirigez pour les intérêts et pour le bien-être des populations. Et la deuxième aussi, très très souvent, ça passe à côté, même si on a fait écho. Ce sont les Haïtiens, les Haïtiennes qui ont brillé dans le sport. Ça, c'est extrêmement important. Ça a donné, je dirais, une autre image du pays. Et ça a montré aussi que les jeunes peuvent se servir de leur talent et avec la discipline, tout ça, et le caractère, et de pouvoir émerger et pouvoir de gagner leur vie. Non pas surtout à la recherche et de ce qu'on appelle le gain facile. Parce que ce qui arrive en Haïti actuellement, et notre jeunesse est comme sous l'emprise et même de la drogue et autant et de la musique. Bon, je ne dis pas que la musique est mauvaise. On sent ce désespoir chez notre jeunesse qui s'adonne surtout à l'alcool, au plaisir et avec les cafés et tout ça qui pilule même dans les quartiers et même dans les quartiers résidentiels. Donc, moi, je crois que ça a été un pas très positif. Et pour les Haïtiens, les Haïtiennes qui ont brillé au sport, je ne veux pas citer de nom, et par crainte d'oublier, mais quand même, tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes qui ont brillé à l'extérieur. Et en Haïti, malheureusement, on ne recherche pas très souvent ceux qui brillent même à l'intérieur du pays. Et je veux prendre l'exemple de nos jeunes là qui apprennent la musique à Sainte-Trinité. Il faut qu'on aille très souvent couvrir ces activités, ces jeunes et même des adultes comme moi qui est en cours de piano. Et maintenant, c'est quelque chose de positif. Et dans ma vie personnelle,
ce qui m'a marqué, c'est la fin de cette année, quand mes deux enfants, le fils aîné, Gino Andréi, qui a terminé avec ses études universitaires, et ma fille, Graïna, et puis par surprise, et généralement ce sont les parents qui offrent à leurs enfants, eh bien les deux ont mis ensemble pour nous payer un dîner à Boscosten le 24 décembre. Et ça fait chaud au cœur. Pourquoi ça m'a fait chaud au cœur? Parce qu'au cœur de toutes les sociétés, c'est la famille. C'est la sacralisation de la famille. Et je veux faire référence à un grand sage, je dirais, pour ne pas dire comme les Égyptiens, à un grand scribe qui est Confucius. Oui. Et c'est ce qu'on appelle très souvent, c'est le retour de l'ascenseur. Mais Confucius disait qu'il faut traiter vos enfants bien pour que vos enfants puissent vous traiter en retour bien. Et je crois que nous avons besoin de ce retour, non pas à un ordre familial et autoritaire, mais aux valeurs familiales. Cette entente qu'il y a entre les enfants, l'entente qu'il y a entre le père, la mère, je dirais toute la famille, parce qu'en Haïti, c'est la famille élargie, et surtout le père, grand-mère, cousin, cousine. Et dans mon cas, et ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à la contribution d'une sœur de baptême de ma maman qu'on appelle Janine Cadet, qui m'a pris en charge. Et j'ai saisi l'opportunité. L'opportunité, ça a été l'école. Même tout, j'ai saisi d'autres opportunités. Et aussi dans la vie, il faut savoir saisir les bonnes opportunités pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons besoin de cela pour qu'il y ait vraiment de l'espoir. Mais de l'espoir sur des fondements, je dirais, positifs qui puissent créer cette cohabitation, qui puissent créer ce vivre ensemble que nous autres humanocrates et nous prenons, et vraiment cette cohabitation entre les êtres humains. Très bien. Alors, de la famille à la nation, pourquoi pas? Oui. Et effectivement, ce sont des points positifs, et particulièrement le dernier point, à savoir la gratitude. Les enfants sont la relève. Mais il faut aussi l'exemplarité. Voilà. Et à ce titre-là, professeur Gatien-Jean, comment voyez-vous 2019, c'est-à-dire du point de vue social, politique, économique, de façon à ce que ceux qui regardent cette émission puissent, je dirais, nourrir un brin d'espoir. Denrée très rare, c'est aussi. Hein? Très rare. Et moi, je cultive surtout la pensée positive, tout mon entourage. Et, bon, permettez-moi de prendre comme un exemple personnel. Et je me souviens, très gosse, à Cité-Simone, avant d'être prise en charge par la famille Cadet et Augustin à 8 ans. Mais déjà, je ne portais même pas de vêtements. À 8 ans, j'étais encore nu, les pieds nus, parce que de famille et vraiment dans des situations difficiles. Mais à chaque fois que l'avion passait, à l'époque, c'était on appelle ça Paname. Paname américain. Puis je disais à maman, elle me dit, maman, ouais, avion ça. Monter quand même, il faut monter avion ça. Et le petit monde qui dit, ah, on peut pas monter avion, mon cher. Parce que par rapport à l'environnement, il y a le désespoir. Et maman me dit toujours, ah, petit moi, puisqu'on doit monter lui, même si je ne sais pas où est-ce qu'on monter lui, mais puisqu'on doit monter quand même. Très bien. Donc, parents accompagner cette pensée positive. C'est comme ça qu'il faut voir 2019. Je ne dirais pas que 2018 a été une année mauvaise, parce que, mais s'il n'y avait pas 2018, il n'y aurait pas 2019. Tout à fait. C'est cette culture de gratitude, même si 2018 n'a pas apporté grand chose, mais elle a apporté quelque chose. Il faut que 2019 apporte beaucoup plus que 2018. En termes de perspective, parce que si l'on prend dans la dimension cosmique, parce que les chiffres jouent un grand rôle dans la vie des peuples et même dans toutes les civilisations. Tout à fait. Et lorsqu'on prend 2019, si on fait le calcul, nous sommes en phase d'une année trinitaire. C'est ça. C'est la trilogie. Ouais, c'est la trilogie. Et là, comment ramener la société et vraiment à une société à 3 temps, dans le sens positif. Une capacité
de faire le diagnostic, une capacité d'identifier les problèmes et la capacité la plus importante, c'est comment résoudre les problèmes. Il y a un problème fondamental. Le problème qui est fondamental, c'est le problème de l'être humain. L'Haïtien ne se sent plus comme un être humain. Et nous ne vivons pas comme en tant qu'être. Mais ça, c'est le prix de l'individualisme que l'Occident, quand même, nous a inculqué. Même si que chaque individu a ses caractéristiques, mais quand même, l'Haïtien avec une pratique, une vie quand même communautaire. Donc, il y a un problème social et le fondamental, c'est le problème économique. Il y a un problème vraiment d'extrême pauvreté et par rapport à cette extrême pauvreté, il y a une tendance là qu'il y ait des relations, je dirais des relations économiques comme étant des relations de prédation. Je le disais tantôt à un ami, dans mon créole là, on a dit la brassio. Donc, ce n'est pas une relation humaine. Au lieu et place des échanges. Très bien. En retour, je vous donne ceci et en retour, vous me donnez cela, qu'il y ait des échanges, je dirais, équitables et des échanges loyaux. Comme l'OCPA prône l'éthique, nous avons besoin de l'éthique. L'éthique au sein de la famille, l'éthique au sein de la société. Moi, en termes de perspective, et pour l'année 2019, moi, je dirais, c'est de mettre les problèmes sur la table, d'identifier le problème fondamental et de voir dans quelle mesure résoudre ce problème. Sinon, nous risquons de connaître le pire. Et moi, comme politologue, parce que en tant que politologue, nous avons fait les sciences historiques. Ce n'est pas l'histoire en tant que telle. Non. Et lorsqu'on dit sciences historiques, nous prenons les faits historiques et nous recherchons ce qu'il y a à l'intérieur des faits historiques. Les nations peuvent disparaître. Des civilisations. Oui, il y a des cas dans le passé. Voilà, il y a pas mal de cas comme ça. Et il y a des États qui ont été, des États qui se sont vraiment disloqués, si l'on prend ce qui s'est passé dans les Balkans. Mais aussi, quand il y a vraiment des inégalités dans une société, quand la société ne produit plus vraiment de richesses, des richesses, et je dirais, suffisantes, et pour pouvoir partager de manière équitable selon ses besoins et selon son travail aussi, mais ça peut arriver que vous n'ayez pas accès, ce n'est pas par le fait que vous ne travaillez pas, mais si vous êtes quand même une personne à mobilité réduite, au nom de la solidarité humaine, au nom de la cohabitation humaine, eh bien les personnes à mobilité réduite seraient les monde handicapés. Il faut que ces gens soient pris en charge. Moi, je crois que l'on appelle dialogue, ou bien qu'on appelle États généraux, ou bien qu'on appelle conférence nationale, il faut qu'il y ait, quelque part, il faut qu'il y ait une entente entre nous, qu'il y ait une entente entre les élites de ce pays, mais ce n'est pas dans le sens élitiste par rapport que nous sommes à un niveau et le peuple à un autre niveau. Non, mais dans le sens qu'il y a le risque de perdre cette nation, qu'il y a le risque qu'il y ait des éclatements sociaux par rapport aux disparités, par rapport aux inégalités. Moi, je crois fermement, et déjà avec des débuts positifs, je regardais tout à l'heure sur la télé le jeune Coles, et ce sont des éléments positifs. Quand un pays et vous gagnez dans des compétitions, même si c'est une compétition individuelle quand même, ça donne de l'image, il faut partir de ces éléments positifs. Notre jeunesse a besoin des éléments positifs. Et nous autres, qui sommes des générations, je dirais, de patrimoine, à notre âge, 57 ans ou bien 60, 70 ans, il faut que nous travaillions ensemble, il faut que nous nous mettions ensemble avec les jeunes pour les préparer en tant que mentors. Il y a un grand problème dans le pays en termes de perspectives qu'il faut résoudre. Et à cette, je dirais, polarisation qu'il y a entre les jeunes et les générations passées que ces jeunes qualifient de la gérontocratie. Mais c'est que ces jeunes n'ont pas compris. Mais avant d'atteindre l'âge que j'ai ou bien l'âge que tu as toi-même,
mais nous avons été aussi des jeunes. Des jeunes, oui. Et pour pouvoir être ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons accepté et que les générations nous mettent sur le chemin. C'est ce qu'on appelle le mentorat. Et il faut que les jeunes admettent, et non pas une relation ou bien une perception de voir les vieux qui refusent de laisser leur place soit dans une entreprise privée, soit dans l'administration publique. Non, mais il faut que les vieux vous préparent et apprendre la relève. Moi, je crois qu'il y a un effort qu'il faut faire et vraiment comment éviter cette polarisation entre les jeunes et même, je vois sur les réseaux sociaux, et des jeunes qui parlent maintenant de jeunocratie. Peut-être ils ne prennent pas le poids du concept. On ne peut pas remettre une nation, et ça n'a jamais été comme tel, et vraiment à des genoux. Très bien. Non, donc, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée. Nous sommes les fruits quand même d'une socialisation, d'une éducation, des opportunités qui nous ont été offertes. Il y a des jeunes qui se plaignent aujourd'hui, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'ont pas de... Et pourtant, ils ont eu beaucoup plus d'opportunités. Oui. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de la patience, c'est le fruit des années. Notre éducation, ça a été une éducation, le modèle de l'oiseau qui construit son nid. Il faut inculquer à cette jeunesse, mais pour que nous ayons vraiment cette culture, il faut que désormais aussi que les jeunes soient en face des générations du passé, pour qu'on pose le problème, pour qu'il y ait le partage aussi. Une transmission. Une transmission. Il ne faut pas qu'il y ait de secret dans notre réussite. Même lorsque ce secret est difficile à accepter par ces jeunes d'aujourd'hui, notre secret, ça a été les études, la patience, à savoir vivre avec ce que nous avons et ce que nous gagnons aussi. Donc vivre dans la dignité. Vivre dans la dignité. Notre génération, et surtout des gens de classe moyenne, notre maison aujourd'hui, si la maison est jolie, mais les jeunes ne se posent pas la question si c'est après 30 ans que vous avez construit une maison. Et ils veulent la maison automatiquement. Ces jeunes ne savent pas que si vous roulez aujourd'hui à 60 ans un véhicule neuf, mais c'est après 5 véhicules, 5-6 véhicules de deuxième main, et vous le capot, tantôt caoutchouc, jusqu'à ce qu'un jour, et vous arrivez à cela. Et c'est ça, c'est le fruit de la patience. Si vous n'êtes pas patient, et je le disais tout le temps à mes enfants, vous allez courir derrière l'argent. Vous allez courir derrière comme là. Vous allez forcer courir. Vous allez courir, mais la petite quand même. Oui. La petite quand même parce que c'est courir derrière. Très bien. C'est joindre pour aller joindre, pour aller chercher par le feu du travail. Moi, je crois, pour moi, je ne dirais pas que les perspectives sont obscures pour Haïti. Le fait même que nous parlions, nous échangeons sur l'avenir de ce pays, nous posons vraiment les vrais problèmes. Et je crois qu'il y a de l'espoir, mais qu'il faut matérialiser cet espoir. Très bien. Puisqu'il faut matérialiser cet espoir, vous l'avez bien dit, on prend une pause. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 388e édition de la série Okpa Magazine. Notre invité, M. Gratien Jean, est le thème Perspective année 2019. Au cours de la première partie de l'émission, M. Gratien Jean vous a fait part
des faits marquants de 2018. Au niveau de l'État, au niveau de la société, au niveau personnel, et au niveau de l'État, il a fait mention du dialogue, le dialogue national, que certains appellent conférence nationale. Et au niveau de la société, il a mentionné la reddition des comptes à travers Petro-Caribé. Et à titre personnel, il a fait état de l'invitation qu'il a reçue de ses enfants et ce qui en principe témoigne de la nécessité pour les générations précédentes de donner la main aux jeunes et aux jeunes de donner la main aux générations précédentes de manière à ce que nous puissions bâtir le pont. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Alors, comme l'émission c'est perspective de l'année 2019, pour M. Gatien-Jean, c'est une année aussi, 2019, année d'élection, il faut le reconnaître. Oui. On parle de dialogue national. En France, on parle de dialogue aussi. Il y a comme un réveil des peuples pour la reddition des comptes. Les gouvernants aujourd'hui sont dans l'obligation d'être, je dirais, d'être proactifs dans la reddition des comptes. On rend compte d'abord à sa famille. On rend compte aux membres de son association, de son quartier. Et c'est ce qui permettra d'insérer dans notre culture, dans notre pratique, la reddition des comptes. Il faut rendre compte. Vous avez acheté pour quelqu'un, il faut lui remettre sa facture. Aussi simple que ça. Donc c'est ce qui va permettre à tout chacun de jouer ce rôle de comptable. Nous sommes tous des comptables. Il faut rendre compte. Alors, M. Gatien-Jean, du point de vue politique, il y a le dialogue. Du point de vue économique également, il y a un ensemble de faits qui peuvent susciter, je dirais, un peu de doute. Et on ne dira pas désespoir. Mais, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on voit la dégradation du change, on voit pratiquement, il y a le chômage, il y a également des Haïtiens qui ont laissé le pays en masse, particulièrement ceux qui sont allés au Chili. Donc certains sont en train de revenir. Donc, M. Gatien-Jean, face à tout cela, quel est votre constat économique? Qu'est-ce qui pourrait être fait de manière à ce que l'argent économique, l'Haïtien, puisse reprendre conscience? Comme vous avez bien dit, eh bien, comme l'oiseau, l'Haïtien arrive à construire son nid point par point et pourquoi pas connaître des jours meilleurs tant pour Haïti que pour lui. Moi, je crois que la première chose, c'est le plus grand choix, c'est l'appartenance à ce pays. Reconnaître que le pays, ça, c'est pas que lié. Et que c'est un héritage que y a barou au prix de sacrifice. C'est même genre, il y a des parents qui ont mouru d'indignation, de regarder, il fait des années, et puis laisser ça by petite là, et puis un bon matin, il voit petite là liquider, ça le fait, et petite là retrouver dans la pauvreté. Ouais, c'est des bagages qui ont indigné. C'est le cas d'Haïti. Si les ancêtres nous, par rapport à la bataille qui a été menée pour garder l'état que nous y est aujourd'hui, de déchéance sociale, de pauvreté, de misère, eh bien, il est capable de dire que il n'a pas remourir encore. L'on ne construit pas une société, l'on ne construit pas un pays, vous ne pouvez pas espérer le bonheur, le développement économique sans se servir de la science. Tout est science. L'on ne peut pas imaginer comment, je prenais l'exemple de l'oiseau, mais l'oiseau agit aussi par science. Oui. Il sait pertinemment quel brin ou bien quelle branche, la solidité, la base doit être plus solide. Et au fur et à mesure où vous remarquez que l'oiseau apporte des pailles qui sont, je dirais, ça varie. Dans le premier temps, vous voyez que l'oiseau a tendance à voler très très lourd parce que la paille que l'oiseau porte est un petit peu lourd. Et puis, au fur et à mesure, pour construire la base. Et c'est ça aussi, les êtres humains. Il faut nous servir de la science. Certes, Haïti vit depuis 30 ans, je dirais, une crise de société. Parce qu'après 86,
Et quand même, ça a été une crise de société. Et à côté de cette crise de société que Haïti vit depuis 30 ans, mais aussi, nous ne devons pas écarter la crise mondiale. Il y a une crise mondiale, et lorsqu'on parle de crise mondiale, c'est une crise économique mondiale, mais nous ressentons beaucoup plus cette crise. Le pourquoi? Parce que nous ne produisons plus. J'aime faire, comment dirais-je, cette image ou encore ce symbole. Je me suis dit que nous sommes passés d'une société autrefois de fourmis ou bien d'abeilles à une société de cigales. Nous parlons beaucoup plus, nous revendiquons beaucoup plus, mais nous ne nous mettions pas ensemble et pour voir comment nous pouvons travailler, comment nous pouvons transformer notre environnement. C'est ça le grand problème. Maintenant, comment résoudre ce grand problème économique? C'est que dans le cas d'Haïti, nous n'avons pas fait depuis 1986 de choix économiques. C'est extrêmement important. Nous avons fait de mauvais choix. Non, nous n'avons pas fait de choix. Nous n'avons pas fait de choix. Il y a eu une imposition. Ne l'oubliez pas. Parce que quand même, avant 1986, nous avions un modèle de type économie mixte. Non seulement qu'il y avait des entreprises privées, mais il y avait aussi des entreprises d'État. Il y a des besoins que l'État avait estimés comme étant stratégiques autrefois, mais qui étaient entre les mains de l'État. Et aussi, il y avait des entreprises en même temps et l'État. Et après 1986, il y a eu cette fameuse expression de l'ancien, du regretté mémoire du général Henri Nafi, et président du gouvernement d'alors, de la bamboche démocratique. Et le marché libre et la libéralisation à outrance et de l'économie, et même encore plus tard avec les accords qui ont été signés, les accords de Paris, les accords de Washington, et il n'y a plus de production nationale. Donc c'est la production nationale qui doit nous maintenir. Même lors qu'il y avait une dévaluation sur le marché et le café qu'on importait, le cacao, et puis encore et le vétiver, et le sucre, et à cette époque, bon Dieu, parce que jusqu'à présent, la République voisine garde ses sucreries, et par contre nous autres, et ça a été un choix, je ne veux pas dire que nous avons fait un choix, c'est quelque chose qui a été imposé. Et la plus grave crise aussi, c'est qu'aujourd'hui, je ne dis pas, pour être très modeste, beaucoup plus humble, je dis qu'il n'existe pas un modèle économique, mais qu'il y a un déficit de modèle économique. Il nous faut construire un modèle économique et non pas une économie ça et là, sans le contrôle. Et là aussi, l'État doit pouvoir donner le ton. Donc, comment résoudre le problème de la goude si vous ne produisez pas? Moi, j'aime prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a ce qu'on appelle le market. Par rapport à la dévaluation de la goude à n'importe quel moment, est-ce que le market, chaque jour, va pouvoir changer les prix, tamper les prix? Ou bien, sinon, il n'y aura plus de prix, et quand vous arrivez à la caisse, on passe et on voit le prix qu'il y a. Vous voyez, c'est la dérégulation du marché, c'est le désordre et c'est le désordre économique. Et ça aussi, c'est le travail aussi de l'État. Il faut que nous nous mettions ensemble sur le modèle économique. Mais je vais dire une chose parfois qui choque les gens. C'est que nous sommes en face d'un système qui a fait son temps. C'est extrêmement important. Le modèle de l'État que nous avons, le type d'État que nous avons, ne répond plus aux exigences, aux mutations. Il ne faut pas être, comment dire, on dit très souvent que la tradition a la vie dure. C'est très bien qu'il faut résister, mais on ne pourra pas résister tout le temps par rapport aux mutations socio-économiques, aux mutations politiques, par rapport aussi à l'évolution des mœurs. Les besoins des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que nous il y a peut-être 20 ans, 30 années de cela. Donc, il faut pouvoir adapter tout par rapport à la réalité, par rapport à l'évolution des mœurs. Il faut changer de modèle d'État. Le modèle d'État que nous avons aujourd'hui, c'est un modèle d'État unitaire. C'est un modèle unitaire avec, je dirais, un semblant de décentralisation, parce que la décentralisation ne marche pas réellement. Et sinon, vous n'aurez pas, très très souvent, que les maires se plaignent pour les fonds communaux ou encore les députés et les sénateurs. Moi, je crois qu'il faut changer, qu'il faut faire une autre expérience.
Moi, je crois que dans le cas d'Haïti, et je crois que ça a résolu un petit peu le problème des États-Unis d'Amérique par rapport au problème de régionalisme, par rapport aux mosaïques de peuples, parce que les Américains, ce sont les Européens qui viennent de partout, des Anglais, des Allemands et autres, avec leur tempérament, le caractère. Le Sud avait une réalité, le Nord avait une réalité. Mais si vous prenez aussi l'histoire de ce pays, c'est comme une transposition, je dirais, au niveau micro par rapport à la superficie d'Haïti. Le Sud a une réalité et le Nord a une réalité. Haïti, c'est comme un grand Sud, comme un grand Nord. Et après 1806, nous avons connu cette scission avec l'État du Nord. Mais ce qui arrive, c'était une scission forcée. Par contre, ces deux États ont évolué dans leur autonomie. Pétion, avec l'État de l'Ouest, et quand même a évolué avec tout le panaméricanisme, et le Nord quand même a prospéré, l'université, les arts et autres. Maintenant, nous ne voulons pas une scission forcée. Et n'oublions pas, et peut-être je ne l'ai pas fait, ça a été quand même un fait marquant, ce qui s'était passé, et c'est un fait marquant, je dirais marqué, c'était passé le 18 novembre, où un leader politique a hissé le drapeau noir et rouge dans le Nord, qui symbolisait quand même, qui symbolisait l'État du Nord. Ouais, et vous voyez, c'est très, très symbolisant. Mais je crois que nous ne devons pas arriver à une scission forcée. Si la situation persiste, nous allons connaître des éclatements et sociaux, des éclatements et politiques, mais je crois que le modèle de l'État n'a pas marché. Pourquoi nous n'essayons pas un modèle d'État de type fédéral, au moins à 5 grands États? Bon, j'ai travaillé là-dessus, peut-être j'attendrai le moment opportun pour faire cette présentation, parce qu'il y a une tendance à tout perdre dans les propositions. Il faut que vous soyez rassurés que la proposition ne va pas passer, mais pourra être discutée, qu'il y ait un consensus. Mais je crois qu'il faut changer. Et les peuples aiment le changement, aussi. Et il faut asseoir justement ces perspectives, et comme 2019, comme une année de starting. Moi, je crois que l'avenir de ce pays va se jouer, parce que vous l'avez dit, je ne voulais pas trop le mentionner, et l'année électorale par rapport aux facteurs, par rapport aux aléas, par rapport justement à ce que vous disiez, la confiance qu'il n'y a pas, je dirais de manière globale dans la société, mais surtout la confiance cette culture de méfiance qui traverse, je dirais même transversale, et au sein des acteurs et des acteurs politiques. Et je crois qu'il faudra jouer sur 2019 pour pouvoir voir et les années à venir. Chose drôle, c'est comme qui dirait, et le drame haïtien coïncide un petit peu avec la prophétie et l'Apocalypse. C'est comme si vous allez vers comme s'il y a des moments, c'est comme vous vivez l'Apocalypse. Mais après l'Apocalypse, il y avait la régénération, il y avait le renouveau. Je crois qu'il faut commencer par construire ce renouveau à partir de 2019, d'avoir, je dirais, des dialogues, des échanges sur ce qui est surtout positif, mais tout en tenant compte aussi des méfaits, des conséquences du négatif. Très bien. Alors, il faut dire aussi que nous avons tendance aujourd'hui, puisque vous avez bien dit que nous sommes comme le rossignol, vous avez dit. Oui. Donc, la contradiction des fois est perçue non comme une insulte. Pour dialoguer, il faut la contradiction. Ah, bien sûr. Donc, alors, comment arriver à gérer tout ça de manière à ce que, entre acteurs, ils puissent avoir, je dirais, ce minimum pour un dialogue franc, parce que le problème est certes grave, ça requiert de la part des élites un comportement responsable et aussi, pourquoi pas, exemplaire. Après, qui est prêt à donner l'exemple? Et résoudre un problème aussi, c'est très scientifique, parce que nous sommes dans le champ de la résolution, je dirais, pacifique des conflits. Oui. C'est que nous sommes conscients qu'il y a qu'il y a un problème et que nous voulons anticiper
sur les problèmes à venir. Parce que généralement, ces types de dialogue, ce sont soit au moment même de conflits à forte intensité ou encore post-conflit. Très bien. Maintenant, jusqu'à présent, nous avons des conflits, je dirais quand même, à faible intensité, mais qui des fois dégénèrent Oui, à des moments de pic. vers des moments de pic. Moi, je crois que l'idée du dialogue ou bien autre, d'état généraux de conférence nationale, il faudra l'insérer dans une démarche, je dirais, et surtout préventive par rapport à ce qui va arriver. Mais pour le faire, la méfiance des acteurs, c'est quand les acteurs voient que vous remettez la charge à quelqu'un qui est aussi un acteur, qui autrefois avait des contentieux. Parce que généralement, il faut choisir et vraiment des gens, je ne dirais pas qu'ils sont totalement hors du champ politique, mais c'est ce qu'on appelle les personnes tierces. Parce que comment un acteur politique par rapport aux enjeux politiques va accepter que quelqu'un qui est aussi un acteur politique avec des velléités électorales de venir et comme quelqu'un comme médiateur qui annonce tout ça. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, qu'il y a une tendance à ne pas se servir des sciences et de la science. Et aussi, il y a des actes, je dirais, des actes d'État qui sont des actes de dépassement de soi et non pas une opportunité d'emploi aussi. Ouais, c'est le dépassement de soi. On est venu le faire sans espérer des frais et des honoraires. Ça arrive que par enchantement, que par hasard. Moi, j'en ai fait l'expérience dans des missions d'observation électorale où vous avez eu des gens qui étaient vraiment dans l'appareil électoral. C'était des gens avec un parcours et avec un passé, qui n'avaient plus de charge sociale, qui n'avaient plus de charge économique, qui n'étaient pas inquiétés, qui avaient une renommée désintéressés. Et justement, ça donnait confiance aux acteurs. Et maintenant, quand vous avez dans un appareil électoral et parfois des gens avec de véritables charges sociales, c'est peut-être l'opportunité pour rattraper le temps et autres, c'est ce qui va causer la corruption, l'achat d'électeurs ou bien l'achat de postes, tout ça. Il faut que nous arrivions à ce stade, que nous mettions à certaines fonctions, certains organes, des gens qui, très souvent on dit, qui ont déjà, je ne dis pas qui ont tout satisfait, mais quand même, et qui sont, comme vous le dites, satisfaits de leur sort. Qui sont satisfaits de leur sort et qui sont prêts à rendre vraiment service au pays. Et c'est ça, c'est là le grand problème. Choisir, je ne dirais pas les vraies personnes, mais choisir vraiment les personnes qui puissent vraiment ramener, inspirer confiance, ramener la confiance, créer la confiance. Et c'est ça. Du point de vue économique, qu'est-ce que vous voyez pour Haïti en 2019? En très peu de mots. En très peu de mots, je suis un homme très positif, mais pas le train qui court par rapport à la situation. Excusez-moi, je crois que la situation va s'empirer. Va s'empirer parce que justement, il va s'empirer parce que nous n'avons pas un modèle économique réel. Et je crois qu'il faudrait faire maintenant l'idée même, comment nos économistes, parce qu'il ne s'agit pas que chaque économiste, comment dirais-je, font leur affaire. C'est très bien, et nous sommes dans une société qu'il faut créer sa firme et autres. Mais il faut qu'il y ait un jour par rapport à une sorte d'observatoire. Une sorte d'observatoire, mais aussi c'est une mission d'élite aussi. C'est une obligation. Il y a une crise économique, c'est le moment où les économistes de toutes les tendances doivent se mettre ensemble et offrir un modèle. Mais ce sera un modèle mixte, la mixité. Nous ne pouvons pas avoir un modèle économique de type libéral totalement. De même aussi, nous ne devons pas avoir un modèle de type socialiste totalement. Et je crois que, pas plus tard qu'hier, on me rappelle qu'il va y avoir un pacte et signer même un accord au niveau de la France sur ce qu'on appelle l'économie sociale. Et c'est ce que nous prônons, nous autres, dans l'humanocratie,
qui est à la fois une philosophie, une mode de pensée et politique, un système politique. Au niveau comme système politique, nous voyons la cohabitation justement des acteurs politiques et non pas la compétition des acteurs, la cohabitation. Et au niveau économique, nous voyons qu'il faut que cette économie mixte solidaire, je dis mixte solidaire, qu'il faut qu'il y ait justement l'investissement privé et pourquoi pas l'investissement collectif, l'investissement État-privé, et que désormais nous ayons un État qui est vraiment un médiateur, qui puisse défendre à la fois ceux qui travaillent et aussi ceux qui créent le travail. Et le premier défenseur du travailleur ne devrait pas être un syndicat. Ouais. C'est l'absence de l'État. Et le premier défenseur aussi de ceux qui créent le travail ne devrait pas être une association de patrons. Et là aussi, ce sont des thèmes qui déshumanisent les relations humaines, les rapports de production, affaire de patrons et ouvriers. L'ouvrier est obligé de se défendre par rapport au patron qu'il voit déjà comme un monstre. Alors qu'ils sont solidaires. Et qu'ils sont solidaires, qu'ils sont interdépendants. Il faut que nous arrivions, et pour ce XXIe siècle, je dirais même, parce qu'il faut l'admettre, que le 19e et le 20e siècle surtout a été et reste encore pour ce XXe siècle un siècle de déshumanisation. Et vous n'imaginez pas comment l'humanité a regressé. Ouais. Parce que nous sommes sortis là dans les cavernes, dans les millénaires, des guerres puniques, des guerres helléniques, des guerres civiles, des guerres d'indépendance. Et puis on arrive quand même à faire des ententes. On espérait vraiment de plus en plus une humanité plus humaine. Mais au fil des temps, eh bien, il y a cette déshumanisation, surtout après l'effondrement du bloc de l'Est. Il faut le reconnaître que le XXe siècle a été, pour moi, et par rapport aux études, c'est le siècle de toutes les guerres. Il y a une première guerre mondiale, une seconde guerre mondiale, les guerres civiles en Amérique latine, en Afrique, et je dirais le démantèlement ou encore et ce qui est arrivé à l'Orient jusqu'à présent en Syrie. Je crois que l'humanité, nous devons faire un arrêt, nous devons avoir cette entente pour que nous espérions, nous autres humanocrates, nous l'espérons, même un quart de siècle de paix dans tous les millénaires que nous sommes en tant que peuple ou encore en tant qu'être humain sur cette terre. Très bien. Alors, en tant que politologue, quelles seraient, selon vous, les actions qui pourraient être posées de manière à créer, je dirais, la confiance, c'est-à-dire au niveau national? Au niveau national, en fait, nous sommes dans un système et quand même, il y a un chef de l'État, il y a, entre guillemets, j'aime pas trop l'utiliser parce que ça porte très souvent à la tête des autorités de l'État. Je dirais de préférence, nous avons des dirigeants, nous avons des gouvernants. Il faut qu'il y ait cette culture que lorsque nous sommes des dirigeants, des gouvernants, nous sommes au service des autres. Et que les populations nous ont donné un mandat. Et ces populations nous ont cédé une partie de leur souveraineté. Tout à fait. Pour pouvoir diriger. Nous ne pouvons pas être en compétition avec ceux qui nous ont donné un mandat. Nous ne pouvons pas être aussi, en quelque sorte, même arrogants aussi avec ceux qui nous ont donné un mandat. C'est un mandat. Et le mandat, je dirais, originellement, si vous êtes là, c'est un mandat de confiance. Qu'il faut inspirer cette confiance, il faut faire traverser cette confiance. Il n'y a pas de société, il n'y a pas d'État, il n'y a pas aussi de vie sans symbole. Généralement, un président de la République, c'est un symbole. C'est pour ça que tous les pays ont leur président, d'autres pays ont à la fois le reine, le roi ou encore un premier ministre. Tout autour. Et si nous prenons l'exemple même de l'abeille, par exemple, et la ruche, mais quand même il y a la reine. Et même au niveau de la fourmi, je crois qu'on appelle cette grosse fourmi-là, et vraiment qui fait tout. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il faut que les gouvernants, nos dirigeants, inspirent la confiance et créent la confiance entre tous les acteurs.
Très bien. Eh bien, créer la confiance, inspirer la confiance, les lecteurs, ce sont les mots de clôture de cette émission, la 388e édition, qui a pour thème Perspective année 2019. Nous disons un grand merci, professeur Gracien, pour la disponibilité. Et à vous, nous disons bonne heureuse année à nouveau et à bientôt.